Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue au 9e forum de Soussou sur la durabilité. Le thème, c'est la collapse de la civilisation moderne et l'avenir de l'humanité. Je m'appelle Sitsoy Jade Margaret, membre fondateur de l'Université globale pour la durabilité. Aujourd'hui, nous sommes ravis à inviter la professeure Samar Al-Boulouchi et la professeure Brittany Meche pour parler de la militarisation et la répression des mouvements populaires en Afrique. Et la conférence fait partie du cours sur les luttes des peuples africains pour la libération qui a commencé le 8 mars 2022. La conférence est co-organisée par l'Université globale pour la durabilité, l'Université Lingnan, Daraja Press, Asian Regional Exchange pour des nouvelles alternatives et Green Ground Eco Tech Center. Il y a de l'interprétation simultanée en anglais, français et chinois. Vous pouvez trouver une globe d'interprétation au fond de l'écran de l'ordinateur. Nous voudrions remercier les interprètes aujourd'hui, Maria de Parcia, Umit Hussein, Juan Xiaomei et Li Monghom. À part du webinaire de Zoom, il y a aussi la diffusion en flux avec Bilibili, qui est une plateforme de réseau social en Chine très populaire. Il y a des milliers de jeunes qui sont intéressés dans la politique mondiale et qui ont très envie d'apprendre des pensées et des expériences alternatives. Je voudrais présenter la co-porteuse, le Dr Firoz Manji, qui est le directeur de série de conférences africaines. Il est le professeur adjoint à l'Institut d'études africaines à Carleton University, Ottawa. Il est aussi le directeur de Daraja Place, un éditorial qui soutient la réflexion, l'espoir et l'audacité. Maintenant, je donne la parole à Firoz. Merci beaucoup à Jade pour cette présentation. Comme toujours, je vous remercie du fond de mon corps à l'Université globale pour la durabilité et l'Université pour l'échange et les alternatives, etc. Vous avez tous été extraordinaires pour comment vous avez organisé pas seulement celui-ci, mais d'autres conférences. Et je voudrais remercier spécialement la professeure Margaret Jade, professeur Martin Shi et l'équipe incroyable d'organisateurs et d'interprètes et de traducteurs. Je voudrais connaître tous les noms et connaître les traducteurs, les organisateurs, mais les peu avec qui j'ai conversé, c'est mouvant Chamoué. Il y a aussi Umit, Marie, etc. Je vous remercie tous. C'est vous qui rendez celui-ci possible. Merci beaucoup. Comme avant, il y a deux intervenants dans cette séance qui vont parler plus ou moins du même thème, qui va le faire une séminaire très, très intéressant. Notre première intervenante, c'est Samar Boulouchi, qui est un anthropologue politique qui est basé à l'Université de Californie et une agrégée non résidente à l'Institut Quincy. Elle est une rédacteur, collaboratrice et elle écrit des topics qui rangent de la Cour pénale internationale et ses écritures ont été publiées dans beaucoup de publications et en beaucoup d'endroits. Alors, je lui donne le bienvenu et notre deuxième intervenante, c'est la docteure Brittany Maché, qui travaille dans les intersections des études environnementales, des études de sécurité, des études africaines et des diasporas et des études de sciences et technologies. Bon, je me demande ce qu'elle fait les après-midi. Actuellement, elle travaille comme la professeure adjointe des études environnementales et la faculté affiliée de sciences et études de sciences et technologies au Collège Williams aux États-Unis. Elle a terminé son doctorat en géographie de l'Université de Californie à Berkeley en 2020.
Et sa recherche examine des projets de sécurité globale et la construction des mondes diasporiques noirs et africains. C'est un grand plaisir vous accueillir ici aujourd'hui. Et je donne la parole à Samar qui va commencer sa présentation et on va le suivre avec beaucoup de questions qui viendront du public grand que nous avons. Et je vais faire quelques commentaires provocatrices. Voilà, Samar, c'est à vous. Merci beaucoup, Firouz. Merci beaucoup à vous et à Jade pour l'invitation de vous joindre aujourd'hui. Et un grand merci à tous les organisateurs qui sont ici. According to a report published in April, Selon un rapport publié en avril 2022 pour un institut d'investigation de Stockholm, les dépenses du gouvernement a surpassé 2 000 milliards de dollars pour la deuxième fois. Les pays qui ont plus dépensé, c'était les États-Unis, la Chine, l'Inde, les Royaumes-Unis, la Russie et la France, et l'Allemagne et l'Arabie saoudite. Aucune autre force militaire au monde dépense tant comme les États-Unis, qui dépensent plus que les suivants 11 pays combinés. Les dépenses des États-Unis, c'est 40% du total des dépenses militaires chaque année. Malgré la crise économique causée par la pandémie de COVID, les pays africains ont augmenté leurs dépensements à presque 40 milliards de dollars. Et cette diapositive, c'est pour 2020, pas pour 2021. Mais au moins, ça vous donne une idée des chiffres de dépensements généraux. L'augmentation en 2021, c'était poussée par l'Algérie. L'Afrique du Sud, c'était en deuxième place et Kenya, Uganda et Angola étaient respectivement les troisième, quatrième et quinzième qui ont plus dépensé en Afrique subsaharienne l'année dernière. En général, on voit un avertissement en croissance de militarisation à travers le continent. Ça, c'est lié aux soi-disant guerres contre le terrorisme, contre le terreur. Comme on connaît, les États-Unis ont un réseau sans parallèle partout dans le monde. Ces bases militaires sont vendues au public américain comme des défenses. Souvent, ils sont un component de la projection du pouvoir américain. Quant au contrôle bureaucratique, le département de défense a coupé le monde en 11 commandements de combat. Et le président Obama a couvert le continent africain avec l'exception d'Égypte et s'est désigné à expandir et protéger les intérêts politiques et économiques des États-Unis dans la région. AFRICOM a son siège en Allemagne, mais opère d'un réseau vaste de bases militaires à travers tout le continent. Et aujourd'hui, AFRICOM a à peu près 29 installations militaires en 15 pays. Il n'y a aucun pays avec tant de bases sur le continent comme les États-Unis. De Mali à Niger, à Kenya, Djibouti, les États-Unis ont construit des centres logistiques, des sites opératifs et des localisations de sécurité coopératives. Les épingles et les fils qui connectent ces endroits sur le plan nous aident à conceptualiser l'Afrique comme un assemblage géopolitique dont les fonctionnements journaliers à travers le temps et l'espace facilitent le militarisme et la guerre à l'échelle globale. Comme observé par l'Institut tricontinental pour la recherche sociale, cette plante est un testament visuel à la fragmentation et subordination des peuples et gouvernements du continent.
le cadre qui définit la forme d'engager le continent africain divide le monde en deux sphères, ceux qui s'engagent en la violence légitime et ceux qui s'engagent dans la violence illégitime. Depuis le 11 septembre, la notion de terrorisme a été définie comme le contraire de la guerre. En parlant de la guerre sur le terrain, les États-Unis ont pris le rôle d'agent de police globale, appropriant le droit à définir des standards, de déterminer des menaces et d'utiliser une force brutale. Mais le chercheur Talal, le spécialiste Talal Assad dit que ce n'est pas si facile à différencier l'un de l'autre. Il questionne la différence, la soi-disant différence entre la guerre comme violence civilisée qui est soumise aux règles, les lois et des mœurs et le terrorisme comme une violence barbare. Il nous rappelle que la notion de guerre juste a ses racines dans la théorie chrétienne médiévale. Il observe qu'il a été utilisé par des démocraties libérales comme les États-Unis pour légitimiser la guerre contre le terreur. Donc, de quoi s'agit cette guerre contre le terreur? Les spécialistes et les activistes reconnaissent que la rhétorique officielle qui est employée pour justifier l'AFRICOM souligne son rôle en travaillant avec des partenaires africains pour une Afrique sécure, stable et prospère. Le discours de la sécurité fonctionne comme une couverture pour des intérêts plus larges que des populations de risque à travers le monde, accompagnant des interventions pour sécuriser ces formations sont spatiales et technologiques au lieu de démocratiques. Et ils attachent le concept de la sécurité à la militarisation et ils rendent normale la militarisation du monde, de la vie journalière. La guerre est sur l'agenda global parce que la nouvelle phase de l'expansionnisme capitaliste requiert ou a besoin de l'activité capitaliste. Et ça, c'est un processus violent par nécessité. Pour définir la militarisation, Catherine Lutz dit que c'est une intensification des ressources de travail et militaire, qui est la formation d'autres institutions. La militarisation, c'est un processus discursif qui trouve des façons de légitimiser l'utilisation de force et d'augmenter les tasses qui sont utilisées pour les payer. Et c'est aussi pour la déformation moins visible des hiérarchies de race, sexualité, etc., des façons qui glorifient et légitimisent l'action militaire. Comme on sait, le pouvoir des États-Unis va plus au-delà que des bases militaires. C'est également important de travailler avec les forces de sécurité africaines et qui travaillent très souvent comme des substituts pour des forces militaires américaines. On peut réfléchir maintenant comme des efforts de formation et de renforcement de capacité travaillent pour l'intervention militaire, la contre-insurrection et le contrôle des frontières réelles.
Depuis la sortie des États-Unis de Somalie en 1993, les États-Unis ont changé d'une approche pratique à faire la guerre impériale au lieu de dépendre des militaires africains, des contracteurs privés, des opérations clandestines et des attaques de drones. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples spécifiques de comment, de l'apparence de celui-ci à l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique. Somalia a été le site d'une guerre non déclarée de la part des États-Unis depuis presque 15 ans. Que le gouvernement de Bush a dit que le gouvernement des États-Unis n'avait aucune intention d'envoyer des troupes des États-Unis au Somalie. Mais l'Éthiopie était le premier qui s'offrait comme un partenaire et a envahi la Somalie en décembre 2006. Les conséquences immédiates de l'invasion de l'Éthiopie de Somalie, des centaines de personnes ont eu de la violence et ont cherché abri à Konya. Et ils sont entrés à une opération transnationale frontalière dans laquelle les troupes d'Éthiopie et de Somalie envoyaient des gens vers une zone de la frontière où beaucoup d'entre eux seraient capturés. Au moins 150 hommes, femmes et enfants de 18 pays ont été détenus, arrêtés à la frontière de Kenya-Somalie en janvier 2007. Plusieurs semaines plus tard, à peu près 85 personnes ont été transportées dans des vols secrets de Kenya à Somalie et Éthiopie, où ils ont été détenus pendant plusieurs mois et en quelques cas pendant plus d'une année. Et kidnappés de leur cellules pendant la nuit, on les a envoyés avec les yeux bandés et les menottes à la main en 3 vols privés à Somalie après à Éthiopie, où des agents de la FBI et le CIA les attendaient. Et cette pratique a été employée des États-Unis depuis le 11 septembre en relation aux individus qu'ils identifient comme des suspects de terreur. On a entendu beaucoup parler de la prison à Guantanamo, mais on entend parler beaucoup moins des sites de prison où tant de personnes ont été détenues comme des terroristes et qu'il y a beaucoup plus de prisons ordinaires et sites de détention dirigés par des gouvernements dans leur propre territoire. Ça veut dire que si on va se centrer uniquement sur des acteurs des États-Unis et des espaces, on peut rater l'idée plus large de la violence militarisée qui travaille et qui, ici, il vaut la peine d'arrêter pour réfléchir sur les observations astuces de le révolutionnaire de Ghana, Kwame Nkrumah, qui a employé le terme néocolonialisme pour capturer les systèmes externes de la domination, que pendant l'ère postcoloniale, on continuait à enlever l'indépendance et l'autogouvernement pour l'Afrique et le Sur. Et sa politique est dirigée de l'extérieur. Il a caractérisé le néocolonialisme comme la pire forme d'impérialisme. Pour ceux qui le pratiquent, ça veut dire pouvoir sans responsabilité. Et pour ceux qui le souffrent, ça veut dire exploitation sans responsabilité. Et loin de l'idée de l'égalité que le terme partenariat implique, les partenaires africains sont continuellement soumis à ce qu'on a caractérisé comme l'humiliation structurelle dans leurs relations avec les États-Unis et d'autres pouvoirs occidentaux.
Comme observe le Zohra Ahmed, les États-Unis utilisent son pouvoir comme le Fonds monétaire international, comme le contributeur plus grand du Fonds monétaire international, comme avantage dans ses négociations avec le Sud pour obtenir la coopération pour la guerre antérieure. OK. Ici, on peut voir sur le cas de la Zambie, qui a lutté avec ses dettes et qui a le fait que c'était le gouvernement de Zambie qui a signé ne devrait pas nous distraire des notions de dépendance qui peut le rendre vulnérable à l'influence externe. For neocolonial influence and meddling. Comme je parlais un peu plus tôt, je vous ai parlé des chiffres politiques par Kwame Nkrumah qui nous a mis en garde sur les potentiels des forces néocoloniales. Gardant cela à l'esprit, Nkrumah proposait l'idée d'une armée à l'échelle de tout le continent africain. Environ 30 ans plus tard, en septembre 1999, lors d'un sommet de l'OAU, le président libyen, Muammar Kadhafi, a rappelé aux autres leader africain la vision d'Nkrumah et a proposé la création d'un État uni africain avec une seule armée et une seule monnaie, une seule devise. Comme nous l'avons vu, ces visions nous rappellent un petit peu la vision qui avait été établie en 1963 et ce principe de non-interférence. Au début des années d'indépendance, les États américains s'engageaient à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale, mais d'autres États membres ont utilisé l'argument des droits de l'homme comme prétexte pour intervenir. Tout a changé au début des années 2000. En 2002, l'OAU a été remplacée par l'Union africaine qui a rapidement été abandonnée par ce principe de non-intervention et qui a inversé le système qui avait déjà été mis en place par la souveraineté. Cela a été développé par le BOTH avec la montée des Nations unies qui parlait d'une responsabilité de protection qui était liée au moralisme et qui est passée du coup au militaire. Au début des années d'indépendance, comme je l'ai dit, les choses ont changé. Un nouvel organisme a été mis en place, l'unité africaine. Et aujourd'hui, le système a mis en place, reproduit le capitalisme que l'on peut observer ailleurs. Encore une fois, c'est aux États américains de déployer leurs propres troupes pour mener leur propre guerre. Et cela a été très critiqué quant à leur capacité de développer leur assistance et l'aide internationale. Les pays qui avaient reçu des troupes en Somalie, par exemple, recevaient des armes, des soutiens financiers. Les troupes, il faut juste remarquer que les troupes africaines ici sont payées jusqu'à 10 fois le salaire normal qu'ils reçoivent par rapport à celui qu'ils reçoivent chez eux. Donc, en bref, lorsque vous recevez recevez les ordres de ce type d'organisation, nous sommes forcés de poursuivre cette humiliation structurelle qui façonne la participation au mieux, c'est cette guerre commerciale. Je vais revenir un petit peu sur la Somalie, mais d'abord, j'aimerais expliquer rapidement le changement de nature de la guerre. Plusieurs facteurs ont entraîné ce changement pour l'intervention américaine de l'armée. Tout d'abord, c'est la fatigue qui a été précipitée par les échecs en Irak, en Afghanistan et les appels au changement pour des interventions plus petites et plus précises. Deuxième facteur, les drones. Ils sont plus précis dans la guerre. Ensuite, les réseaux
il existe plusieurs réseaux qui œuvrent dans l'ombre et du coup, les États-Unis pensent qu'ils doivent employer des tactiques similaires. Cela veut dire donc que AFRICOM compte davantage sur des partenaires locaux et des prestataires privés. Par exemple, en Somalie, ce ne sont pas les troupes américaines, mais africaines qui sont en intervention. On pouvait le voir sur l'image. Ici, c'est une entité fiscale qui permet aux troupes américaines d'intervenir. Contrairement au programme qui avait déjà été mis en place, ici, plusieurs partenaires ont été mis en place pour atteindre les objectifs américains. D'après un cadre du programme de la défense américain, ce partenariat n'a pas fonctionné. Si quelqu'un nous dit que ce programme est une opération de proxy, nous ne pourrions pas le dénier. Au Kenya, qui est un allié américain clé, l'armée américaine a fourni plus de 400 millions de dollars en équipement pour la sécurité des institutions kenyanes lors des 10 dernières années. Ici, sur cette image, c'est une équipe de réaction rapide, une équipe clandestine paramilitaire. Cette équipe a été mise en place, équipée, formée et guidée sur des opérations tactiques par la CIA au Kenya. Ensuite, nous avons l'unité de police antiterroriste qui a été formée en 2003 avec le financement et la formation par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et la TPU est une branche spécifique de la police kenyane qui s'engage dans les assassinats précis et les kidnappings en toute impunité. Les familles et les activistes des droits de l'homme recherchent des réponses quand ils perdent des membres de leur famille et souvent, les autorités kenyanes leur disent que la police suit les instructions qui leur sont données depuis l'extérieur. Ces exemples servent à nous rappeler que la guerre contre le terrorisme est bien plus une forme d'action de police qu'un engagement militaire. C'est un point important auquel il faut réfléchir parce que ça nous aide à nous rendre compte que la force militaire peut masquer les formes conventionnelles de répression. De même, la nature indirecte de l'intervention américaine est très importante parce que l'AFRICOM compte sur cette gestion à distance avec ces changements de partenariat qui sont souvent accusés de tension. En Somalie, les Américains ont mené beaucoup d'actions et d'opérations sur ces 15 dernières années, au point que certaines forces ont fait défection, certaines armes sont vendues sur le marché noir, d'autres ont rejoint l'ennemi, etc. Le résultat est l'émergence de différentes forces avec différentes loyautés, dont beaucoup sont souvent engagées dans le combat l'une contre l'autre, plutôt qu'avec Al-Shabaab. Donc, même si les attaques continuent à avoir lieu en Somalie, il est de plus en plus difficile de comprendre qui est responsable de quoi. Depuis le début de ces actions, le gouvernement a appris à utiliser des drones. C'était une technologie bien plus efficace qui vise à contenir et atténuer les menaces futures. C'était lors de l'administration Obama qu'un grand nombre de frappes de drones ont commencé en Somalie avec le déploiement des opérations spéciales américaines dans le pays. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le gouvernement américain n'a jamais fait de déclaration formelle de guerre en Somalie. Par conséquent, le gouvernement américain a déployé beaucoup d'efforts pour rationaliser sa capacité à mener des activités de guerre alors qu'il n'est pas en guerre. En parlant d'activités dans des zones hostiles, ils minimisent leurs actions de guerre. Le fait d'utiliser des drones, comme l'a dit Derek Gregory, a fait que nous avons réactivé une forme de colonialisme de pouvoir, car cela permet une occupation étendue et non pas une incursion limitée dans le temps. Lorsque le président Trump est arrivé au pouvoir, il a signé
il a déclaré une zone de guerre avec des règles et des cibles pour pouvoir mener des attaques aériennes dans le pays. Pendant l'administration Trump, il y a une véritable escalation des frappes par drone avec environ entre 900 et 1000 personnes qui ont été tuées entre 2016 et 2019 et des dizaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Le président Biden avait promis de mettre un terme à ces guerres, mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, son administration a déclaré qu'il y aurait des limites temporaires sur les actions de Trump en Somalie afin de déterminer quelle serait la politique à suivre. En mai de cette année, Biden a annoncé qu'il avait décidé de maintenir l'approche flexible de la guerre des drones en Somalie, qui apporte toujours aux militaires la possibilité de prendre des décisions sans l'avis de la Maison-Blanche ou du Congrès. Donc, bien, malgré les promesses de Biden, il n'a pas remis en question l'utilisation des drones. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rédigé de nouvelles lois et procédures afin de protéger dans les cas où les citoyens et des civils étaient tués par des drones. Si le gouvernement américain continue à utiliser la guerre en tant que tactique, il faudrait voir si le gouvernement tend à faire un effort pour limiter les victimes civiles. Mais par ailleurs, le débat est très limité au niveau de la Maison-Blanche. En parallèle, il est important de reconnaître que les drones sont l'élément le plus visible de la guerre impérialiste en Afrique aujourd'hui. En pratique, toute une gamme d'acteurs et d'infrastructures civiles et militaires sont mobilisés pour atteindre cette guerre de la terreur. C'est pourquoi des analystes tels que Andrew Baggit, Rita Abraham ont écrit sur ce qu'ils appellent le nouveau militarisme, puisqu'il ne se limite pas aux institutions militaires seulement, et touche également différents projets comme la paix, l'élaboration de paix, tout ce que les technocrates réfèrent comme étant renforcer la sécurité. Prenons l'exemple de la Somalie, où l'Union africaine, avec un mandat des Nations unies, supervise les missions de maintien de la paix. En fait, c'est une couverture pour une occupation militaire. Il en est de même avec les actions des drones, avec plus de 20 000 troupes qui sont arrivées de 5 pays africains, qui ont été tous aussi destructeurs et ont déplacé les populations. Qu'est-ce que AMISOM? En 2007, peu de temps après que les militaires éthiopiens ont envahi la Somalie, les Nations unies ont autorisé une opération AMISOM pour stabiliser la Somalie. 1650 troupes ont été déployées et en 2014, ils dépassaient les 22 000. Ces troupes venaient d'Ouganda, d'Éthiopie, Burundi, Djibouti et Kenya. La règle au départ de AMISOM était d'utiliser la force uniquement en cas de nécessité, mais peu à peu, elle a joué un rôle offensif pour contrer les opérations terroristes. Certaines des troupes AMISOM ont maintenu un contingent séparé pour lutter contre les frappes aériennes. En 2017, les Nations unies ont déclaré que les frappes aériennes non autorisées avaient causé au moins 40 décès civils. Il a été prouvé lorsque Al-Shabaab a été restitué que le système avait échoué et tout cela n'était qu'un alibi pour une guerre infinie. C'est sur cette base que les Nations unies ont décidé d'étendre le mandat de maintien de la paix plus tôt cette année et ont renommé l'opération ATMIS avec le terme de transition, de mission de transition, et ont décrit comme étant une mission plus agile, mobile et plus flexible, avec mandat valable jusqu'en décembre 2024. Je vais conclure avec quelques réflexions sur les conséquences à long terme sur le continent.
Depuis le 11 septembre, quelques États américains ont été menacés par des acteurs externes et des années de formation par l'AFRICOM ont créé davantage d'insécurité avec des acteurs orientés d'un point de vue idéologique et équipés pour la guerre. Étant donné que les États-Unis et les Européens comptent beaucoup sur ces États, Kenya, Ouganda et Rwanda, pour la guerre contre le terrorisme, les élites politiques et militaires dans ces pays ont consolidé leur pouvoir de manière à ce qu'elles soient immunisées contre les examens et les critiques externes. Par exemple, en octobre 2011, les militaires kenyans ont envahi la Somalie avec l'objectif de lutter contre la menace incarnée par Al-Shabaab. Les États-Unis n'avaient pas encouragé cette invasion de manière active, mais elle ne l'a pas non plus condamnée. Ils savaient qu'ils comptaient sur le Kenya pour toutes les questions de sécurité dans la région. En quelques mois, les représentants kenyans ont été forcés de contenir et de rappeler leurs troupes étant donné le coût de l'opération. Cela a apporté une légitimité pour le maintien de la présence militaire en Somalie et a entraîné de nombreux frais financiers. Dans le même temps, le Kenya est toujours en conflit avec Al-Shabaab sur les échanges frontaliers de certaines ressources. Et le Kenya utilise sa présence sur le terrain pour poursuivre ses intérêts économiques. Tandis que l'attention est de plus en plus importante sur cette thématique, il y a moins d'importance à porter sur le militarisme. Dans ce livre ici, lorsque des victimes deviennent des tueurs par Mahmoud Mandani, la question est posée sur l'identité postcoloniale. Mandani croyait par le passé que l'impact primaire de colonie c'était économique, mais il explique ici les limites de la politique économique en tant que cadre en raison des coupes, de la destruction des classes sociales, comme on a pu le voir avec le génocide rwandais en 1994. L'auteur est aussi sceptique quant aux théories culturelles des conflits que l'on cadre dans les tribus et les ethnicités. Quelques érudits disent que le colonialisme est plutôt bien plus complexe que ça. Il a observé que l'identité politique est la conséquence de comment le pouvoir est organisé. Comme je l'ai dit, l'identité politique est bien plus importante, d'autant plus dans une ère où la guerre est devenue banale. Ces 10 dernières années, depuis que le Kenya a envahi la Somalie, il y a eu de nombreux déplacés. L'idée est que le symbolisme n'a fait que croître autour de l'intervention militaire kenyane. Ici, je suis intéressée par la position prise par les leaders kenyans où ils exacerbent les divisions du continent. On peut voir des signes que le Kenya vise à se différencier de certains États en banqueroute, entre guillemets, comme la Somalie. On parle de culture et d'ethnie, mais ce n'est qu'un prétexte. Ici, on commence à voir que l'exceptionnalisme américain permet à d'autres pays de se détacher. On a pu le voir avec les relations entre Israël et Palestine, entre l'Inde et le Cachemire, et de plus en plus entre le Kenya et la Somalie, où l'État kenyan s'est engagé de manière indiscriminée dans des actions contre la Somalie sur son territoire et à l'étranger. Pour mettre un terme au militarisme et à la guerre infinie, il faudra compter sur la connectivité, la solidarité et créer des bases solides éthiques entre les frontières. Merci. Wow, quelle présentation plus extraordinaire. Il y aura beaucoup de questions qui sortent de cela, mais je vais attendre.
jusqu'à ce qu'on a entendu Brittany. Mais c'est clair que vous avez fait beaucoup de travail pour compiler ce matériel-là et on l'apprécie, ou tout le monde va l'apprécier beaucoup, beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Samaj. Peut-être on peut inviter à Brittany Maché à faire sa présentation de vos paroles. OK, je vais répéter mes remerciements à tout le monde pour être ici présent aujourd'hui. C'est merveilleux d'être ici. Et je voudrais remercier Afiroz Jadé pour coordonner cette série importante de conversations. Et merci à ma co-présentatrice Samar. J'ai très envie de mener notre discussion. Aujourd'hui, je vais partager du matériel de mon livre qui s'appelle Empire durable, qui s'appelle Nature, connaissance et insécurité en la Sahel. Le livre examine les intersections des projets de sécurité transnationale et des politiques environnementales parmi et au-delà des empires en l'Afrique du Ouest. Et je voudrais commencer avec un événement que quelques-uns d'entre vous peut-être rappellent. Le 4 octobre 2017, quatre membres des forces spéciales militaires des États-Unis ont été tués, ainsi que 4 soldats nigériens et un interprète pendant une attaque au Niger, près de la frontière du Mali. Selon la couverture du média, les soldats ont été attaqués des guerriers qui sont affiliés avec l'État islamique au Sahara. Que ces morts ont marqué le numéro plus grand des victimes de combats américains dans un pays africain depuis l'intervention de Somalie en 1993. Et les événements au Niger exemplifient un processus plus large de la sécurisation qui prend lieu à travers le Sahel. Les soldats américains appartenaient à une présence de troupes d'à peu près 800 troupes dans le pays qui assistaient aux troupes françaises et nigériennes avec des raids et des missions de surveillance et qui construisaient une base de drones de multimillions de dollars au nord du Niger. Et qu'il y avait des rapports qui exprimaient le choc du Congrès que des troupes américaines menaient une guerre dans un endroit si lointain comme l'Afrique du Ouest. Un membre de la famille d'un des soldats décédés a dit « On ne pense pas des militaires en Afrique. Vous parlez avec des gens qui ne savent même pas comment prononcer Niger. Il fallait regarder sur le plan pour voir où exactement ça s'est passé. » Il y a une ignorance géographique qui est sur le continent de l'Afrique et le front chaque fois plus agressif pour la guerre contre le terreur occupe un endroit contradictoire dans les imaginaires politiques du public des États-Unis. Les auteurs remarquent que l'attaque mortelle notre troupe s'est passée sur un continent qui est encore regardé à travers de la lentille des catastrophes humanitaires, un endroit où la plupart des Américains sont habitués à dépenser des dollars par des vies. Et oui, les auteurs, ils posent leur question. Pourquoi 4 soldats américains sont morts dans un désert lointain africain? Cette formulation implique une critique tacite de la guerre sans cesse des États-Unis, mais aussi mettre en cause les types de terrain que les forces de sécurité des États-Unis occupent. Cette référence à un désert africain nous révèle plusieurs choses. L'article du New York Times
pendant toute l'article au New York Times, les auteurs invoquent le fait que le paysage nigérien est si loin avec des images d'un désert aride où les soldats sont morts. Selon le rapport, les soldats cherchaient de l'eau quand ils sont arrivés à un village où les résidents ont alerté des soldats de l'État islamique. Le ton de l'article est plein d'allusions répétées à un Sahara sans pardon, avec sa chaleur, la poussière et la pénurie de l'eau. Actuellement, les contours du militarisme contemporain s'extendent à tous les paysages. C'est comme Afghanistan, Irak, Syrie, Somalie, Libye. Et mais pour la présentation d'aujourd'hui, la Sahel de l'Afrique de l'Ouest se réfère à l'expanse des pays qui font la frontière avec la Sahara, qui extend du Sénégal et Mauritanie à l'Occident, à Tchad à l'Est. Et moi, je me réfère à cette région comme le Sahel pour la facilitation du langage. Mais un de mes intérêts, c'est mon travail, un des intérêts de mon travail plus large, c'est d'étudier la production d'un espace régional. En 2005, le gouvernement des États-Unis a lancé le partenariat trans-Sahara de contre-terrorisme, une série de départements d'États joints de l'Agence des États-Unis pour le développement international, le département de défense Commande Afrique, qui font le partenariat avec des pays dans le Sahel et donnent des formations militaires et police, la surveillance et l'assistance d'intelligence. Ainsi que les États puissants, il y a plusieurs organes gouvernementaux qui ont créé des programmes pour combattre le terrorisme, s'y inclut la stratégie de sécurité et développement pour le Sahel de l'Union européenne qui a été lancée en 2008. Et avant le contre-terrorisme actuel, le Sahel était connu aux gens extérieurs pour une série de sécheresses et des famines dévastantes qui ont eu lieu pendant les années 60 et 70. Les effets de ces famines au Sahel ne peuvent pas être exagérés, ainsi que la perte de vie, 1,2 million de morts et des millions de déplacés. Les famines ont aussi produit des nouvelles architectures de pouvoir global. En plus, les États-Unis est devenu le contributeur plus grand à l'aide à la famine. Comme partie de ses ascendances après la Deuxième Guerre mondiale en la politique globale. Les États-Unis ont aussi financé de nouveaux investissements en les sciences environnementales des environnements extrêmes, plutôt les déserts et les zones arctiques, qui ont construit les fondations pour le découvrement scientifique de le réchauffement global. Quand j'ai commencé la recherche pour mon livre, ma question primaire était comment est-ce que les nouveaux acteurs dans le Sahel qui travaillent sur des projets de sécurité interface avec d'autres types de réseaux de l'expertise environnementale. Ce que je n'attendais pas, c'était ce qui est devenu l'orientation centrale de mon investigation. C'est jusqu'à quel point les experts avec qui j'ai eu un entretien ont fait des idées de la insécurité dans le Sahel à travers une série de discours environnementaux.
du passé de la région, son présent et son avenir. L'orientation conceptuelle et la méthodologie générale de ma recherche montrent un engagement à étudier les sites de pouvoir et une envie à illuminer les contextes matériaux et les pratiques journalières de l'expertise. Et mon livre travaille sur des observations dans des ateliers, des conférences, des formations et l'analyse de contenu des documents de politique. Et à travers de ces matériaux, j'ai développé aussi le discours, des discours environnementaux de Sorel travaille pour naturaliser l'insécurité, c'est-à-dire qu'il conceptualise la région comme prédisposée à la violence et au désordre à cause des limitations perçues de l'environnement physique. Celui légitime indéfiniment les projets de sécurité qui sont dirigés pour la stabilité, l'ordre et la gestion de la population. Et en même temps, ça c'est un discours que je développe pendant un livre entier. Mais pour aujourd'hui, je voudrais faire trois choses pour montrer le type d'analyse et évidence que j'utilise pour soutenir cet argument. D'abord, je voudrais présenter une analytique que j'appelle les écologies impériales des espaces arides qui montrent les pratiques discursives de l'environnement aride et semi-aride qui animent l'engagement extérieur avec le Sahel. Après, je vais montrer des débats de désertification, un phénomène scientifique contesté avec des effets sociaux et politiques profonds. Et pour conclure, je vais utiliser un cas illustratif avec un pair de collègues qui travaillent sur le siège régional d'une agence des Nations Unies à Dakar, Sénégal. Je vais utiliser ce cas pour montrer comment les sujets de recherche avec qui je fais des entretiens parlent de leur travail par rapport aux idées de l'environnement physique du Sahel. L'idée de représenter le Sahara comme une zone aride rentre aux idées impérialistes occidentales qui ont émergé pendant les siècles 18e et le 19e. Les expéditions coloniales britanniques et françaises au nord et ouest de l'Afrique ont popularisé des images des zones à côté des déserts plus grands du monde comme dangereux et dangereux pour la vie humaine. Ça compte dans des rapports par des géographes, des écrivains de voyage, des scientifiques naturels et des anthropologues. Le désert est devenu un fulcrum du conquête impériale. Et comme ces textes ont présenté le désert comme attractif et terrorifiant pour son exoticisme. L'iconographie du Sahara est devenue et reste liée aux images des hommes blancs qui se soumettent ou surpassent les dangers du désert. Les formes primitives de sciences climatiques s'occupaient des soucis pour l'acclimatation raciale. Si les Européens pouvaient survivre des conditions climatiques dans les colonies. Ils ont essayé de contrôler les nouveaux endroits des colonies. Au lieu de concevoir des régions arides et semi-arides comme des mondes complexes, sociaux, culturels, politiques et écologiques, les surveillants coloniaux les ont définis comme dégradés, désastres et avec besoin de gouvernements étrangers.
les résidents numereux qui habitaient dans les espaces sahariens ont été conceptualisés comme prédisposés à conflits violents. Et ils ont affirmé le désert comme un théâtre catastrophique selon les pensements d'environnement occidental. Et cette coémergence idéologique de différences raciales et environnementales ont aidé des idées de l'autorité impériale. Les narratifs de dégradation, surtout qui ont positionné des communautés indigènes comme des protecteurs, des pauvres protecteurs de l'environnement, ont mené à la sédentarisation à grande échelle et ainsi que des nouveaux codes environnementaux pour usurper la terre et extraire des ressources. Après la dispossession coloniale, il y avait de résistance. Comme des forces françaises ont essayé à consolider le pouvoir, des groupes indigènes ont défié se sont affrontés à le pouvoir unitaire à travers des raids, de sabotage et des kidnaps. Et comme a montré l'historiographe George Trumbull, on ne peut pas divorcer. La recherche de Trumbull montre comme des projets ont essayé de rendre le désert un endroit productif pour l'Empire. Pour mon propre travail, je théorise ce mélange de sciences environnementales, pensée raciale et conquête militaire comme des écologies impériales des espaces arides. Et ces effets réverbèrent de façon inattendue jusqu'au présent. Une de ces façons que je vais aborder maintenant, c'est de débattre sur la désertification. Au niveau la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification définit la désertification comme la dégradation de terres dans des zones arides, semi-arides et sèches et subhumides, qui inclut des variations climatiques et des activités humaines. Exprimé d'autre façon, la désertification, c'est le terme plus utilisé pour décrire des changements délétérieurs qui se passent dans des régions sèches. Mais l'origine de la désertification ne peut pas être divorcée de l'histoire que je viens de raconter. Le terme a été utilisé pour la première fois par le forestier colonial français Louis Lavoudin pendant qu'il travaillait en Afrique française nord et ouest. Comme le travail du géographe Diana Davis a montré, Lavoudin a théorisé le Sahara comme s'extendre vers le sud comme résultat de la malutilisation indigène de la terre. Oui. Et ils ont contribué ce qui était l'ère de la désertification pendant le moyen XXe siècle. Et l'allure discursive d'un désert qui avance retient l'attraction dans les usages colloquiaux du terme désertification. Même quand les experts ont essayé d'articuler plus nettement sa signification. Ce qui a émergé dans l'actualité, c'est un fort débat sur la clarité et l'utilité du terme même. Selon Roy Bank et Michael Mortimer, si la désertification dénote une crise environnementale qui consiste en dégradation irréversible à l'échelle subcontinentale, alors ce qui est plus signifiant de la désertification, c'est
dans la Sahel, c'est que ça ne s'est jamais passé. Il continue pendant que la dégradation est une réalité dans la Sahel et en quelques localités. Par rapport à certains composants de l'environnement, il n'y a aucune évidence d'une crise catastrophique régionale environnementale. Les données ne soutiennent pas l'idée que le Sahel africain est un hotspot de désertification. Instead, taking my cue from science and technology studies and critical political ecology, my interest is in Mon intérêt, c'est comment les critiques de la désertification viennent au moment de la certainté scientifique. Et que ces questions de doute scientifique, les histoires coloniales ont été absentes de comment j'ai trouvé des idées de désertification pendant mon travail. Les spécialistes avec qui j'ai eu des entretiens et les termes de désert ont apparu ou sont apparus pendant tous les entretiens. Ces circulations l'ont poussé au-delà d'une définition scientifique. Et les informations ont dit la désertification va se rendre beaucoup pire. La désertification est devenue une façon pour des experts de travailler sur des thèmes comme des gouvernements. Field work that illuminate how to invoke the work of climate change scholar Candace Callison, how desertification comes to matter in these alternate spheres. Eddie is gregarious with an easy smile. Eddie est maigre, il sourit facilement, il a des beaux yeux bleus, toujours à faire des blagues. Il passe souvent ses après-midi au bord de la plage, à boire des verres avec les marines qui sont stationnées ici, près de l'ambassade au Dakar. En tant qu'ancien réserviste, il travaille maintenant en tant qu'agent de sécurité au siège de l'Agence des Nations Unies basée à Dakar. Dans un après-midi ensoleillé, j'ai rencontré Eddie à l'un de ses lieux préférés ici pour discuter de son travail au Sahel. Il m'a parlé un petit peu de ses voyages dans la région, les visites sur le terrain à travers l'Afrique de l'Ouest, les douzaines d'entraînements qu'il a fait avec les forces locales, les soldats. Il a décrit son travail avec les Nations Unies comme étant en fait un peu plus intéressant pour avoir une bonne retraite. Rapidement, notre interview est devenue un peu plus sombre lorsque Eddie m'a décrit ce qu'il avait vu dans le Sahel. Il a présenté la région comme étant pleine d'armes, de voleurs, de trafiquants d'humains, où les politiques locaux étaient plus concernés par leur enrichissement personnel que par les besoins de leur communauté. Pour Eddie, le terrorisme et le trafic des individus et des armes étaient de manière très opportuniste de se faire de l'argent rapidement. Il doutait que beaucoup des combattants locaux étaient des véritables croyants musulmans. Il disait aussi que les experts étrangers en termes de sécurité n'étaient pas sérieux par rapport à ce qu'ils pouvaient voir dans le Sahel. Et ce, malgré leur bon salaire en tant qu'experts. Quand j'ai demandé à Eddie son évaluation quant à la situation au Sahel, à quoi elle ressemblerait d'ici 2 ans, il m'a répondu en quelques mots, « Bien, aujourd'hui, c'est très compliqué. Au Niger, ça ne va pas. Le réchauffement climatique, la désertification, tout va mal. Je pense que ça irait si on avait une révolution agriculturelle comme on avait aux États-Unis. Après tout,
Monsanto était venu les aider dans les années 60. Mais je ne crois pas ici que Monsanto puisse leur venir à l'aide. Chaque année, à cause du réchauffement climatique, le désert ne fait que croître. La santé, ça va mieux. Il y a moins d'enfants qui meurent, mais bientôt, nous aurons toute une génération de jeunes hommes non éduqués, frustrés, qui sont de fait les personnes les plus dangereuses sur Terre. S'ils avaient des copines, tout irait bien, mais là, ils ont plein d'énergie et ils ne savent pas où la canaliser. L'évaluation d'Eddie rappelle un petit peu le cauchemar malthusien, en partie lié à l'amélioration de la santé maternelle. L'un des points ici soulignés par Eddie pourrait être anormal, mais d'autres études ont montré les mêmes résultats. Quand on a un meilleur accès à la santé, parfois, il y a plus de problèmes dans la région. J'aimerais aussi souligner quelque chose, c'est que l'idée d'Eddie sur la croissance du désert. Pour lui, c'était lié et cela pouvait augmenter la violence et la menace. Eddie voit arriver les limites de l'agrotechnologie. Monsanto ici n'est pas utile. Il rejette une vision utopique d'innovation technologique comme étant la solution au changement environnemental. Il semble que sa conviction la plus forte soit un avenir de violence. Pour revenir sur sa référence à la Révolution américaine, j'ai remarqué plusieurs fois que Eddie faisait référence à quelque chose dans mon interview, c'est que Sahel était présenté comme étant toujours dans le passé, mais aussi dans une logique de développement avec une région qui cherche à rattraper son retard grâce à l'aide étrangère, mais aussi un espace d'avenir perdu avec un avertissement géographique. Pour le moment, j'étais frappée par le ton léger d'Eddie et le fait que l'on pouvait anticiper la chute du Sahel tout en étant assis ici, installé dans un café, en train d'admirer la beauté de l'Atlantique. Souvent, mes informateurs décrivent le Sénégal comme étant le dernier homme debout dans la région. Et cette position paradoxale de Dakar est d'autant plus illustrée par l'apparence de la ville qui rappelle un petit peu le New York des années 50. Dans un article, on parlait du changement climatique et de l'explosion de la population qui pourrait aggraver la situation. Comme est dit, le journal The Times suggérait que le Sénégal ne pourrait pas être sauvé. Après ma rencontre avec Eddie, j'ai rencontré son collègue Julien, plus sérieux et plus réservé que son homologue américain. Julian avait un fort accent néerlandais. Pendant notre interview, il semblait pas très à l'aise. Il ne faisait que bouger sur sa chaise. Il avait travaillé pour les Nations Unies en Afghanistan, au Pakistan, avant d'arriver au Sahel. J'ai commencé par demander à Julian de décrire son évaluation de la région. Il a proposé cette description. Si vous regardez un petit peu les besoins du Sahel en général, ils sont énormes. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour y faire face. Tout peut mal tourner. Tout ce qui peut mal tourner avec le développement humain est observé au Sahel. Et pour l'avenir, je pense que cela ne fera que s'empirer puisqu'il y a tellement de personnes qui sont nées dans cette région tous les jours. Ce n'est peut-être pas encore une crise, mais ce sera le cas à l'avenir. Ce sera une crise incroyable avec des pressions qui vont croître en violence, en migration. Tout va s'aggraver. Quand j'ai dit que son évaluation était assez pessimiste, Julian a répondu: je pense que le programme du Sahel et la fonction de ce bureau marchent très bien. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de volonté politique dans les gouvernements dans la région du Sahel pour essayer de régler ces problèmes.
Même si vous dites que ma perception est pessimiste, je pense que dans la région, nous sommes assez positifs. Dans la zone que nous contrôlons, dans notre jardin, je pense que tout va bien. Mon pessimisme s'adresse plutôt à tout ce qu'il y a à l'extérieur, là où se trouve le jardin finalement. Et ce jardin se trouve dans un immense désert où il est impossible d'irriguer, d'apporter, même malgré tout l'argent, l'eau et la bonne volonté du monde. Et que peut faire notre petit jardin pour contribuer à cela? Pas grand-chose, je le crains. Cette métaphore du jardin est assez évocatrice et de bien des manières, elle nous rappelle un petit peu la désertification et comment il parle un petit peu de son travail. En luttant contre l'avance du désert. Cette métaphore révèle également comment les évaluations sur la sécurité dans le Sahel rappellent rappellent un petit peu que, d'une part, la sécurité est présentée comme étant indispensable, un prérequis, mais dans le même temps, l'environnement physique reste le plus gros défi du Sahel. Quand j'ai demandé à Julien quel était le plus grand important au Sahel, il est revenu sur son idée du désert. Alors, tout en haut de ma liste, disait Julian, il y a la croissance démographique. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est un problème quand il n'y a pas d'opportunité. Ces personnes n'ont rien à faire et n'auront rien à faire. C'est un désert. Il n'y a rien qui pousse, ou presque. Et peut-être qu'ils pourront faire un petit peu quelques cultures, mais il y aura toujours une limite. Les opportunités pour cette population croissante vont s'arrêter ici au Sahel. Si vous êtes au Nigeria, ou au Ghana, ou en Côte d'Ivoire, quelque part le long de la côte, la situation est complètement différente. Si vous allez au Congo, là, le problème, c'est la gestion. Les choses ne sont pas bien organisées, c'est un problème de gouvernance. Mais ce sont les problèmes des personnes qui se trouvent là-bas, ce sont à eux de trouver des solutions. Il n'est pas une entité dans le monde qui peut apporter des opportunités d'emploi durables pour les personnes qui ne sont pas encore nées au Sahel. Ce n'est pas ni au gouvernement, ni à la Banque mondiale, ni aux Nations unies de trouver la solution. Alors, quelle serait la solution pour ces personnes? Bouger, partir. Elles peuvent partir au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, mais elles iront aussi en Europe. L'Europe est de plus en plus hostile pour les migrants. Et étant donné l'évolution des choses, cela devrait continuer. J'ai discuté avec un autre collègue d'Eddie. Julian, lui, disait que la capacité de production du désert était limitée et que donc la migration et la violence émergeaient comme étant la réponse à la finitude de la nature. De plus, d'après Julian, les opérations de sécurité, telles que les patrouilles navales qu'il a mentionnées, étaient l'intérêt primaire des grands financiers puissants dans le système des Nations unies et que ce type d'intervention était les plus importantes dans l'agenda de la région. Dans son travail, Julian expliquait que ce qui était le plus important, c'était le contre-terrorisme qui récoltait le plus de fonds pour ce type de projet. À la fin de notre conversation, Julian a exprimé une source d'espoir en disant que l'Europe serait peut-être plus accueillante pour les migrants, étant donné qu'il y aurait de plus en plus de personnes qui quitteraient le Sahel. Mais il était aussi inquiet quant à un avenir où il y aurait de plus en plus de violence, de guerre. Il a décrit le terrorisme dans la région comme étant une forme de guerre, un signal d'une catastrophe qui pointe à l'horizon. Pour conclure, j'aimerais revenir sur les visions de Eddie et Julian sur la catastrophe qui arrive au Sahel pour poser une question. Quelles institutions, quels organes gouvernementaux, communautés, qui
se préparent à gouverner un avenir catastrophique. Aujourd'hui, nous faisons face à de nombreux appels à la catastrophe avec le changement climatique, la migration, le terrorisme. Et mon travail illustre quelles sont les catastrophes imaginaires auxquelles nous faisons face, quelles sont les vulnérabilités qui peuvent arriver. Donc, dans mon discours aujourd'hui, j'ai essayé de montrer l'aspect discursif en termes de sécurité transnationale. J'ai utilisé un cadre d'écologie impérialisme d'espaces arides. J'ai parlé de la désertification et je vous ai invité à lire certaines documentations. J'ai présenté que les discours environnementaux sur le Sahel œuvrent à naturaliser l'insécurité pour présenter cette région comme étant un avenir catastrophique. Cela facilite la croissance des interventions de sécurité menées par les soldats, les polices, les gardes frontières, tout en laissant un espace d'exploitation qui a fait que les espaces africains sont particulièrement vulnérables aux effets du changement environnemental. Dans mes recherches, j'ai pu me concentrer sur ces espaces africains et leur changement en mettant l'accent sur l'histoire coloniale. J'ai aussi parlé de l'augmentation de la migration. Dans mon objectif à long terme, j'aimerais développer de nouveaux outils pour les États africains pour faire face au changement climatique, en mettant l'accent, comme je l'ai dit, sur l'histoire coloniale et la science, sur l'expertise environnementale, en parlant aussi des vulnérabilités distribuées, et que souvent ces problèmes d'insécurité reproduisent des inégalités de violence. Pour la fin de mes recherches, j'aimerais explorer comment la relation de pouvoir est inhérente au processus et aux changements environnementaux, s'inscrivent dans des investissements à large échelle. Si nous sommes terrifiés à l'idée des circonstances auxquelles nous allons devoir faire face, il faut également être tout aussi horrifié par certaines solutions qui nous sont proposées. Et cela implique de fermer les yeux sur ce qui se passe en termes de sécurité et de violence. Je vais maintenant vous laisser poser des questions. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense que voilà, cela nous a un peu ouvert les yeux sur ce que l'on peut voir, sur toutes ces images que l'on peut avoir sur le Sahel, sur la nature même de la désertification. Oui, je vois qu'il y a des mains levées, donc on va pouvoir ouvrir le débat. Je pense qu'il nous faut un petit peu rappeler à tous quels étaient les premiers documents par le professeur Sommet qui nous a démontré que dans les années 60, dans cette période de la fin du colonialisme formel, les populations africaines étaient bien moins nombreuses qu'elles ne l'étaient dans les années 1880. Et je pense que ça, il faut le mettre en perspective. Et je pense que cela
nous apporte une vision un peu plus fraîche, un peu plus différente d'avoir cette perception sur le changement climatique. Et je pense que votre contribution était vraiment très importante et je vous en remercie pour nous aider à avoir un petit peu cette vision. C'était vraiment fascinant. Merci beaucoup. C'était extraordinaire. Vos deux présentations à toutes les deux. Vous avez soulevé des points particulièrement importants. Merci pour vos contributions. Nous avons beaucoup de questions. People who are engaged and we'll try and get through them all. Je vais essayer de tous un peu les reprendre. Mais avant, j'aimerais juste revenir sur un point. Je pense que c'est une question plus adressée à Samar, mais je pense que vous pourriez peut-être répondre toutes les deux. Quand on parle de néocolonialisme, on parle des États-Unis, de son rôle, du rôle de l'Europe. Il y a toujours cette tendance pour nous de désigner quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression de pointer du doigt dans une direction et en fait, l'autre vous désigne vous. Je pense que c'est un aspect très important qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, l'idée, c'est de reconnaître que dans cette période d'émergence de néocolonialisme, nous avons une élite, une classe au pouvoir qui dispose de l'intérêt dans cette collusion, qu'elle dispose d'un intérêt matériel qui n'est pas incarné par le FMI. Elle n'est pas contrôlée par la Banque mondiale. Elle bénéficie du fait qu'ils sont plus riches aujourd'hui. Cette élite est plus riche qu'elle ne l'a jamais été par le passé. Et je pense que voilà, quand on parle de sécurité, quand on parle de militarisation du continent, on parle aussi d'idéologie, de toute la thématique autour de la désertification. Il faut reconnaître, et je suggère, que le rôle de cette élite, on ne peut pas seulement parler de pays qui sont exploités ou qui exploitent. Ce sont nos élites qui exploitent également nos peuples en collusion avec d'autres intervenants. Mais voilà, avant de revenir là-dessus, je vais vous laisser répondre. Merci beaucoup pour cette question, Firoz. Je voudrais remercier les interprètes. Et je suis désolée que je n'ai pas parlé lentement, mais je vous remercie pour tout votre travail. Firoz, c'est une question excellente et très importante. Et l'argument de mon livre que je n'ai pas mentionné, c'est que la guerre impériale, comme ça se passe aujourd'hui en Afrique de l'Est, aujourd'hui en Somalie, est coproduit, co-constitué par la militaire des États-Unis et l'établissement militaire plus large. Oui, il faut se centrer sur les façons spécifiques de la classe au pouvoir au continent. Comment ça se bénéficie d'une série de politiques impériales qui inclut maintenant la guerre de terreur. Il y a 2 points que je voudrais faire. Le premier, c'est que je crois qu'il y a beaucoup à gagner en étudiant en détail spécifique le rôle des élites politiques en Afrique, veulent dire et leur effet. Et comme quelqu'un qui s'intéresse à la provincialisation et la décentralisation de l'Europe et les États-Unis pour mieux comprendre comment la dynamique dans le monde émerge comme ils le font. Et c'est seulement en décentralisant qu'on puisse comprendre le rôle de l'élite africaine. Et je le dis de la perspective des
gens qui théorisent la construction du monde, qu'on pense en termes plus romantiques pendant l'ère coloniale, dans des sites comme la conférence de Bandung, on réimaginait un monde plus juste et plus équitable. Et il y a une idée que ceux de nous qui étudient l'impérialisme, nous imaginons des façons moins romantiques de construction du monde. Et il faut étudier celui-là aussi. Et moi, je voudrais revenir à votre question de ne pas pressionner les gouvernants africains. Je voudrais vous rappeler une type de pression, c'est que c'est l'article récent qu'on a passé aux États-Unis, qui est le contre des activités russes en Afrique. Et cet article appelle aux États-Unis pour monitorer les accords entre les États-Unis et le gouvernement russe. Et ça réduit l'Afrique au royaume de conflit, tandis que les États-Unis seulement s'intéressent à s'engager à étudier ce qui se passe au continent à travers de lentilles des pouvoirs comme la Russie et la Chine. Et les États-Unis pressionnent que ce qu'ils menacent si on ne fait pas ce qu'ils veulent, c'est de ne pas faire un partenariat avec la Chine et la Russie. Oui. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce que Samar a dit. Et quand je parle à mes étudiants, je dis qu'aucun type d'empire fonctionne. En amenant des soldats de colonies pour construire d'autres colonies. Et je parle de la collusion à travers des formations militaires. C'est très important, surtout dans l'histoire du Sahel, mais je suis aussi curieuse des formes d'élitisme qui sont fortifiées tandis qu'ils se présentent comme impérial. Au Niger, il y a un hôtel de 5 étoiles qui a servi comme un site pour des conférences militaires, des formations militaires, etc., mais qui est devenu aussi un site de loisirs pour une élite nigérienne qui font des accords d'extraction de ressources. Et ces acteurs ne sont pas formellement gouvernement, quelques-uns s'y le sont, mais ils ne sont pas impliqués formellement, mais il y a des nouvelles formes de loisirs pour une classe qui se considère comme du monde. Que je réfléchis sur la construction d'une idée d'une classe de gens qui peuvent faire leur formation en Europe. Ils sont d'origine sénégalaise, mais aussi il y a la façon dans laquelle certains sites de formation deviennent des sites pour leurs loisirs. Et ces endroits deviennent l'avant-garde de ces nouvelles classes. Et comment ces gens se voient comme l'élite contre-révolutionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le mot élite veut dire?
on se réfère à quoi exactement quand on utilise le mot élite? OK, c'est formidable. Beaucoup de questions fantastiques, mais je voudrais les joindre. Les deux ont parlé de dépicter une situation assez déprimante. Mais ce qu'on n'a pas entendu de aucune des deux, c'est quelle résistance émerge à tout ça? Quel genre de mouvement populaire répondent à cette situation? Est-ce que nous avons ce qu'on peut reconnaître comme un mouvement contre-guerre, anti-guerre? Y a-t-il des mouvements qui essaient à prévenir les jeunes d'être séduits à ces complexes de militarisation? On a eu plusieurs types d'opposition par rapport à la militarisation, mais qu'est-ce qui se passe autour du complexe militaire industriel? Malheureusement, je crois que c'est difficile à identifier un mouvement anti-guerre, anti-militarisation au niveau du continent, mais on a vu des mouvements où les gens ont convergé à la résistance. Et je pense à Ghana en 2018, après l'accord du gouvernement de Ghana avec les États-Unis d'avoir accès à ces installations militaires. Et des milliers de Ghanéens ont manifesté. Et plus récemment, en 2019-2020, il y avait des manifestations en Nigerie contre la police. Il y avait une unité de la police en Nigerie qui était connue pour ses abus. Et ça s'est émergé dans les dialogues en réponse aux abus de la police. C'était intéressant de voir les façons dont les gens s'inspirent les uns aux autres. Il y avait aussi des manifestations en Kenya contre l'unité d'antiterrorisme en Kenya. Les gens ont la tendance à manifester en réponse aux forces qui sont plus visibles dans leur vie journalière. Et c'est pour cela qu'on voit des manifestations contre l'unité d'antiterrorisme au Kenya et pas nécessairement contre le militaire des États-Unis qui a une forte présence au Kenya. C'est intéressant de voir la façon de voir comment les gouvernements se sont obligés à changer leur tactique, à modifier leur tactique. Pas en éliminant la police complètement, mais ils sont des tactiques très stratégiques. C'est-à-dire qu'ils vont terminer avec une force spécialisée de la police et commencer à travailler avec un autre. La manifestation est très importante, mais il faut voir les façons dans lesquelles les gouvernements se modifient en réponse. Il faut ajouter aussi parce que l'Afrique de l'Ouest est un endroit où vous avez travaillé. C'est quoi votre interprétation de l'expulsion de Mali aux Français? Une des formes plus visibles de l'opposition à ces tendances qu'on a vues sont très contradictoires. Il y a eu des coups, mais à fois les gouverneurs militaires qui prennent contrôle de ces pays, ils se présentent comme des acteurs anti-impériaux, même en se comportant comme des gouverneurs impériaux. Mais en même temps, ils ont beaucoup de soutien populaire. On peut le considérer comme
une éducation anti-impériale, mais c'est capturé par les forces de sécurité qui deviennent quelques-uns des acteurs plus forts. Mais en même temps, ça devient sa façon de dénoncer l'empire devient une façon d'obtenir de légitimité pour des acteurs anti-empire. Mais je voudrais souligner la modification du pouvoir impérial. C'est dans l'expulsion de France par Mali, il y a un changement de la réponse politique. Et considérant les façons de, même comme on présente ces affaires, il y a une diffusion aux États à côté. Et ces thèmes ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent peut-être. Et dans un sens lié, vous avez parlé de Nkrumah et Gaddafi et ces idées d'un défi unifier une force militaire. Jusqu'à quel point est-ce que ça explique la chute du panafricanisme dans ce contexte et le potentiel pour une réponse panafricaine anti-impériale ainsi qu'anticapitaliste? Oui, je crois qu'il faut reconnaître que Nkrumah et Gaddafi ont été enlevés du pouvoir parce que l'idée panafricaine est une menace aux intérêts impériaux. Et la chute de Gaddafi a eu un impact significant sur les pensées et les actions de l'Union africaine parce que c'est très dépendant sur le financement extérieur et aussi parce que Gaddafi était un penseur et un gouverneur formidable et il a inspiré beaucoup d'autres gouverneurs africains. Et malheureusement, on n'a pas vu beaucoup d'exemples pareils de ce genre de gouverneurs aujourd'hui. Et des invocations de panafricanisme sont que symboliques. Et très souvent, ils sont utilisés comme une couverture pour des façons de gouverner non démocratiques, par exemple. Je vais demander. Nkrumah a parlé d'aborder l'aspect économique. Et on sait que quand on parle des États-Unis au Kenya, au Mali, nos gouvernements ne rendent plus de compte aux entreprises transnationales qu'aux citoyens même. Après ce contexte, comment est-ce qu'on cette militarisation, cette offensive idéologique pour la désertification, etc., qui est liée aux intérêts du capital. Si quelqu'un demande comment est-ce que vous évaluez la révolution agricole de Monsanto, etc., comment est-ce que ça s'est lié à la crise alimentaire? Vous voulez commencer, Brittany? Tamar's citing, I'm Donnie on this point, right? So in some ways, yes, political economy. Alors, de certaines manières, oui. Oui, il y a eu certains points de discussion aussi, surtout
le continent africain, dans l'économie mondiale, les institutions financières, par rapport aux conditions, dans quelle mesure les États africains peuvent s'engager, dans quel système. Et dans mon travail, je suis assez suspicieuse par rapport à cet impérialisme qui pourrait simplement sécuriser. Il y a toujours différents types d'acteurs, d'intérêts qui sont à l'œuvre. C'est ce qu'on a toujours pu observer dans tous les entretiens, les discussions. Et je pense que c'est toujours un petit peu important de savoir qu'en fait, il s'agit toujours de différents points de vue stratégiques, et notamment avec cette influence chinoise sur le continent africain qu'il faut prendre bien sûr au sérieux, mais aussi pour les investissements culturels et dans cette idée d'instabilité et de société instable où il y a besoin d'une gestion correcte. Et je pense que voilà, tout ce type de changement, d'investissement culturel peut demander davantage de sécurité. Voilà, nous essayons un petit peu de travailler là-dessus et de remettre là-dessus et pas seulement de se demander, voilà, l'Afrique a des ressources. Je pense qu'il y a bien plus, que la situation est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Samar? Oui, je vais être assez rapide. Je dirais que particulièrement en ce moment, c'est une situation très difficile pour les États africains avec le contexte actuel, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec les pénuries alimentaires. Personnellement, je suis de très près voir comment un petit peu les leaders africains vont pouvoir gérer cette situation, notamment quand on leur force un peu la main à choisir un côté ou l'autre et comment ils vont pouvoir défendre les intérêts de leur peuple. Oui, tout à fait, absolument. Alors, l'une des choses, quand on parle de militarisation, vous êtes toutes les deux concentrées sur l'influence des États-Unis, mais il y a aussi l'expansion de l'Union européenne en Afrique pour empêcher la migration. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés sur la mesure dans laquelle le Sahel et l'Éthiopie et bien d'autres situations ont un rôle majeur dans les mécanismes actuels et sont financés par les Européens pour empêcher finalement la migration vers ces territoires. Je pense qu'il y a un livre en particulier qui a été publié il y a plusieurs années qui suggérait que cette concentration sur le dossier méditerranéen et sur les décès que l'on peut y observer sont bien moindres par rapport à ceux que l'on peut observer sur tout le territoire africain. Est-ce que vous aimeriez commenter un petit peu là-dessus, sur la migration et sur ses effets, sur la sécurité, par exemple? Oui, tout à fait. Désolée, j'aimerais dire quelque chose. C'est qu'il y a toujours une dynamique, en effet, par rapport à la climatique. Tout d'abord, il y a une manière dont les acteurs sur le terrain parlent aux organisations internationales sur la migration, sur différents programmes. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont toujours là et qui, selon leurs données, la plupart de la migration a lieu depuis le centre d'Afrique. Ce sont des personnes qui quittent le Niger pour aller au Sénégal. Et pourtant, ils se sont rendus compte qu'un certain nombre d'agences de financement, qu'il y avait un appel lié à la menace
incarné par l'Europe pour les migrants en termes de sécurité. Donc, j'ai eu des personnes qui m'ont parlé, qui ont discuté un petit peu avec moi et qui m'ont expliqué que voilà, si on fait ce projet au Sénégal, on va empêcher les gens d'aller en Italie ou en France. Donc, on sait déjà qu'il y a déjà des investissements dans des programmes au Niger parce qu'il y a déjà un nombre très élevé de migrants et que le gouvernement n'agit pas forcément. Il y a aussi des déplacés internes. Donc, je pense sincèrement c'est ce qu'on a pu observer notamment en Méditerranée avec toutes ces images très spectaculaires, très frappantes, très marquantes. Et pour revenir sur votre point, c'est ce que je disais, voilà, c'est sur quoi j'ai travaillé. Je pense que cela ne comprend pas ce que l'on peut observer sur les territoires, dans les frontières, en Afrique. Et j'ai entendu parler d'un projet par un certain nombre de personnes. C'est que l'objectif, c'est d'empêcher les migrants de quitter le continent, c'est de les garder là-dessus. Et ce serait... Et donc, l'idée, c'est de se voir un petit peu dans quelles circonstances les personnes seraient forcées de quitter les territoires ou pas. Donc, voilà. L'objectif pour l'Europe et les États-Unis, par exemple, serait que cela reste un problème africain et que ce soit à eux de garder les individus sur leur territoire. About that and sort of encouraging us to really think critically, especially Donc, about ils cherchent à encourager des programmes de ce type, mais ça peut aussi faire le lien avec le changement climatique. Toujours en prenant en compte les différents financements qui ont été apportés pour ce type de programme. Tout à fait, merci. Samar? J'aimerais juste me concentrer surtout sur le Rwanda, où malheureusement, ils ont fait un accord avec le Royaume-Uni pour accueillir des migrants, pour les accueillir de manière indéfiniment. Donc, l'idée, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe à ces personnes qui sont déportées du Rwanda, car on sait que ce sont des grands violateurs des droits de l'homme. On sait aussi que l'Union africaine ne joue pas toujours son rôle quant à l'accueil des migrants qui ont été rejetés. On a pu le voir avec certains migrants qui n'accueillaient pas les réfugiés qui avaient été exclus de campements. C'est ce qu'on a observé au Kenya. Des centaines de milliers de migrants et de réfugiés qui devaient recevoir une aide financière pour aider les camps à les accueillir. Mais voilà, tout ce qu'ils ont fait, en fait, c'est demander plus d'argent. Du coup, il faut examiner les personnes qui sont censées jouer ce rôle. Alors, désolé, j'ai une connaissance limitée en termes de littérature, mais ce qui serait intéressant, ce serait d'entendre les voix des personnes, des individus normaux, des paysans, des simples personnes qui sont touchées par ces thématiques de sécurité, ces réseaux. On nous a posé la question, il me semble, est-ce que la faim et la pauvreté sont directement liées à l'impérialisme américain? Donc oui, c'est une grande question, une vaste question. Et voilà, toutes ces questions sur l'impact sur les vies quotidiennes des individus. Et quelles sont leurs perspectives? Peut-être que vous pourriez nous donner une petite idée de d'où nous devrions porter notre regard, où est-ce que nous pourrions trouver des ressources, des documents qui nous donneraient ce point de vue? Je pense qu'il est important de participer parce que ces voix viennent de différents mouvements, de différents pays. J'ai pu voir beaucoup d'engagement de la part de personnes sur le terrain, avec des activistes sur les réseaux sociaux, avec des
différents pays, différentes personnes. Avec les réseaux sociaux, il est toujours facile de sensibiliser les personnes sur ces questions, d'avoir des conversations internationales et mettre en place une diligence raisonnable. Donc, je pense que ce type d'histoire, de témoignages sont en effet très importants. C'est ce que j'ai partagé avec mes étudiants. Je pense qu'il est important aussi de ne pas avoir une opinion un peu trop tranchée, de mettre de côté son point de vue. Les commentaires critiques sont toujours utiles. Le problème, c'est qu'on a toujours un seul point de vue. C'est toujours les scientifiques qui viennent sur le terrain. Donc, en fait, quand on travaille sur le terrain, l'idée, c'est d'avoir plusieurs points de vue différents et pas seulement nous apporter notre travail et d'arriver en tant qu'érudit qui a étudié ces questions, mais aussi de bénéficier un petit peu des connaissances locales. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a pu voyager avec nos passeports. Donc, on a une petite approche coloniale, finalement. Donc, pour mes propres recherches, j'essaye toujours de voir où est-ce que je peux utiliser, entre guillemets, mes privilèges pour réfléchir de manière plus structurée et pour partager plus d'expérience avec les personnes sur le terrain sans partir de certains principes, mais aussi en essayant d'adopter un prisme, un point de vue différent. Samar, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais juste souligner 2 points par rapport à ces défis pour discuter avec les activistes sur le terrain. Tout d'abord, la surveillance, c'est un élément dont on n'a pas parlé, mais c'est un rôle de plus en plus important aujourd'hui en Afrique en termes de communication, puisque tous les appels sont interceptés, les réseaux sociaux sont surveillés, et cela a un effet dévastateur sur les activistes. Pour des raisons évidentes, bien entendu. Il y a des risques très, très clairs pour les personnes. Si elles s'expriment, elles peuvent être arrêtées, elles peuvent être interrogées, elles peuvent disparaître, comme on a pu le voir au Kenya. Deuxième point, c'est la complexité des ONG et de leur système. On peut voir tout un ensemble de thématiques qui ont été soulevées aujourd'hui. Cela va de tous les sujets des terres, du foncier, à l'alimentation, au logement, aux droits de l'homme, à la démocratie, etc. Et toutes ces thématiques, le fait est que c'est très compliqué de s'organiser pour traiter tous ces sujets qui sont tellement larges. Donc, il faut y réfléchir tous ensemble. Et souvent, on voit que les ONG parfois sont dépassées. Donc, il faut isoler les thématiques et penser en silo plutôt que de manière aussi complexe et large. Donc voilà, oui, des défis très importants, mais je reste optimiste. Nous aussi, mais si on n'est pas optimiste, on essaye d'avoir l'espoir. En tout cas, je pense qu'il y a une grosse différence entre optimiste et espoir. Et nous avons plus de 6800 participants ici. C'était incroyable. La richesse de ces échanges, de vos 2 présentations. Samar, Brittany, tous ces détails, tout le travail que vous avez fait pour nous aider à comprendre la nature de cette militarisation américaine. Samar, merci pour votre travail. Brittany, c'est très intéressant de voir ce changement d'état d'esprit, de faire le lien avec le changement climatique, le terrorisme, la sécurité, les réseaux, la désertification. Je pense qu'il s'agit là de 2 prismes, de 2 points de vue vraiment très importants.
Vous avez présenté des thématiques vraiment très importantes, articulées de manière intelligente. J'aimerais que vous nous donniez les titres de vos livres, les éditions et où est-ce qu'on peut les obtenir, s'il vous plaît. Ça marche, je vous en prie. C'est un petit peu honteux parce que parfois j'oublie le titre de mon propre livre. Donc, en anglais, le titre. Pour le moment, nous n'avons pas de date de publication. C'est encore en cours. Le livre n'est pas encore été publié, donc c'est à déterminer, mais vous pouvez toujours vous tourner vers nous. Brittany? Même chose, malheureusement, le titre est en anglais. Et je suis en train de négocier avec une maison d'édition pour le publier, donc c'est encore à déterminer. Donc j'espère que ce sera pour 2024. Mais voilà, je vous tiendrai informé. Je vous en prie, oui. Je pense que ces deux livres seront très, très importants, essentiels. Et je pense que, étant donné tout ce qu'on peut observer en Afrique, en États-Unis, en Europe, ce serait bien que tout le monde ait accès à ce livre, notamment aussi pour les prochaines générations, les personnes qui étudieront l'Afrique, pour bien comprendre un petit peu les thématiques qui en ressortent. Comme l'a souligné notre collègue Jade, le 2 août, nous aurons une discussion, comme nous avons eu hier et demain, un forum avec toute une collection de livres qui ont été édités. Vous pouvez les voir derrière moi. J'espère que vous pourrez tous participer à ce forum. Nous essayons encore de terminer l'organisation de ces prochains forums. Il y a tellement de séminaires en si peu de temps, tellement d'événements en même temps, que c'est difficile de convenir d'une date commune pour avoir un maximum de participants. Mais voilà, nous trouverons une solution. En attendant, j'aimerais encore une fois vous remercier. Merci Brittany pour cette présentation très enrichissante. Merci Samar. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Surtout vous, Samar, qui vous êtes levé si tôt le matin pour cette réunion. J'espère que les températures en France ne sont pas trop caniculaires. Si c'est le cas, vous pouvez toujours venir au Sahel.